Mbanza-Ngungu, troisième ville de la province du Congo central, autrefois appelée Tisville ou Tislade, du nom du colonisateur belge Albert Tise, et aussi Sona-Congo avant 1904, avec une altitude de 741 mètres. Mbanza-Ngungu est une ville touristique, mais aussi à vocation maraîchère à cause de ses sols fertiles. Les agriculteurs y produisent de nombreuses variétés de fruits et légumes. Elle est située à 154 km de la ville de Kinshasa, le long de la ligne du chemin de fer Kinshasa-Matadi, avec une superficie de 92 km². Elle compte environ 150 000 habitants. L'environnement de la ville de Mbanza-Ngungu sert de support au tourisme grâce à ces grottes qui sont celles les plus visitées de la République démocratique du Congo. La particularité de ces grottes de Mbanza-Ngungu tient au fait que certaines d'entre elles possèdent des chutes d'eau, des rivières et lacs souterrains qui servent d'environnement favorable à l'existence d'une espèce de poisson aveugle endémique à la République démocratique du Congo. Il s'agit là du poisson aveugle connu sous l'appellation scientifique de Coerbarbis gerti. En réalité, c'est un suprin, donc il appartient à la famille des Suprinidae. Et c'est le seul poisson ou la seule espèce ichthyologique qui est protégée au Congo. Et toutes les mesures devaient être prises pour la préserver. À travers toutes les nations, on trouve ce poisson que ici, à Mbanza-Ngungu, le poisson aveugle. En fait, le Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren en Belgique voulait initier un projet pour la protection de ce poisson. Et dernièrement, j'ai dû effectuer une expédition dans la grotte de Lukatu. Comme je vous l'ai dit, c'est une grotte qui se trouve à environ 3 km seulement de Mbanza-Ngungu. Je suis allé là accompagné de 3 étudiants. Et d'habitude, nous avons ces poissons déjà à 350 mètres de l'entrée. Et malheureusement, quand nous sommes entrés dans la grotte, nous avons constaté qu'il y a ensablement. Beaucoup de sable. Et conséquence, quand nous sommes arrivés à 350 mètres, eh bien, les petits étangs qui étaient dans la grotte n'existaient plus. À la place, c'est une couche de sable. Cependant, la sonnette d'alarme est tirée sur la menace de disparition de certaines grottes contenant les poissons aveugles au cas où des mesures préventives n'étaient pas prises. La grotte la plus menacée est celle située à 2 km 63 mètres au sud de la ville de Mbanza-Ngungu, dans le village de Mbambantoto. Il s'agit de la grotte de Lukatu, ex-grotte Randour. Surtout la gestion de l'environnement qui est à l'origine. Dans les temps, quand moi je faisais encore mes travaux de recherche au Gradua, eh bien cette zone n'avait pas beaucoup de champs. Mais aujourd'hui, sur la pente, au-dessus de la montagne, dans la vallée, vous trouvez des champs. Ce qui fait qu'il y a une espèce de lessivage. Lors de la pluie, le sable, la terre emportée, eh bien non pour ici que la grotte. Ce qui fait que les débris et la terre entrent dans la grotte. C'est ce qui est à l'origine de l'ensablement. Donc normalement, on devait prendre des précautions pour que dans cette zone, on limite ou tout simplement on interdit les champs. Puisque c'est ces champs-là qui est en train d'enlever toutes les herbes, cette couverture qui pouvait retenir la terre. Maintenant, comme il n'y a pas de couverture, la terre est emportée et cette terre va dans la grotte. La route carrossable menant vers les grottes est fortement endommagée et est également menacée par une érosion qui risque, si dispositions urgentes n'étaient pas prises, cela provoquerait l'isolement des villages de Langa. C'est la principale voie des dessertes agricoles de cultures maraîchères produites dans les villages Langa 1, Langa 2 et Langa 3. Ce sont ces villages qui alimentent la ville de Mbanza-Ngungu en culture maraîchère, variées notamment les fruits et légumes. Cette route carrossable
est une vieille piste tracée par les Belges pendant la période coloniale. Le long de cette route, à certains endroits, l'on aperçoit des zones de désertification causées par des feux de brousse à répétition. Pour y remédier, il faudrait recourir au reboisement et mener des campagnes de sensibilisation visant à faire comprendre aux villageois les méfaits de l'abattage abusif des arbres. La zone dans laquelle se trouvent les grottes des Mbanzangungu est dominée par une série de collines, mais sans vallée ni bassin de réception. Les grottes de Mbanzangungu sont des sites exceptionnels. Ce sont des cavités souterraines, mais la formation dépend d'un milieu à un autre. On peut avoir des grottes à éruption volcanique, avec des volcans, on peut avoir des grottes. Mais ici, les grottes qui ont été formées ici, il y a une histoire. Donc la terre était d'abord une masse informe et qui s'est solidifiée. Et dans les environs de Mbanzangungu, il y a ce qu'on appelle une roche détritique qui est décomposable par les eaux de pluie. Et quand l'eau de pluie entre dans ce type de roche, et chaque fois quand l'eau entre petit à petit, il se crée des vides. Et ces vides-là, quand l'eau pousse les calcaires qui se trouvent à l'intérieur, il y a même des vides qui se forment. Donc en quelque sorte, vous pouvez retenir que ce sont des galeries souterraines qui ont été formées par l'action de l'eau. Des stalactites et des stalagmites, cela signifie qu'au-dessus du sol, en dessous vous avez l'entonnoir, mais au-dessus, quand il pleut, l'eau percore. Et cette eau-là qui percore rencontre les calcaires. Or, l'eau de pluie qui se mélange avec les gaz carboniques, il se forme une sorte d'acide. Et cet acide attaque doucement la roche calcaire. Et finalement, ces eaux, il y a encore des fentes qui restent au niveau des roches. Et ces eaux, maintenant, sortent dans l'entonnoir de la grotte sous forme de gouttes. Quand ces gouttes-là tombent, les gaz carboniques se répartissent à travers la grotte. L'eau, vous voyez l'eau qui se forme. Et au-dessus, vous verrez une pointe, là, vraiment, les carbonates de calcium qui se forment. Là, c'est les stalactites. Mais à l'endroit où l'eau tombe, vous verrez encore une autre pierre qui pousse. C'est celle qu'on appelle stalagmite. Et un jour, les deux pierres-là peuvent se rencontrer pour former des drapelets. Et ça bloque parfois des grottes. En juin 1992, lors du sommet de Rio de Janeiro, l'environnement a été défini comme un bien commun, un bien public. Les acteurs ont démontré que la politique environnementale ne pouvait être découpée des problèmes économiques, écologiques et sociaux, de sorte que l'environnement a été considéré comme un dénominateur de 3 piliers du développement durable. L'idée du développement durable suppose que l'on ne doit pas prendre à la terre plus qu'elle ne peut donner. Cela implique une bonne connaissance du rythme des renouvellements des espèces animales, des végétaux, de la qualité de l'eau, de l'air et plus généralement de toutes les ressources que nous utilisons et sur lesquelles nous agissons. Le but de cette démarche est d'avoir une empreinte écologique suffisamment faible pour ne pas diminuer les capitales naturelles. Notre action environnementale dans l'émission Notre Congo consistera à l'éducation de l'environnement et au développement durable.